Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire de la nouvelle série 2023 sur la gestion intégrée des ennemis des cultures, ou GIEC, qui vise à présenter aux conseillers et conseillères des pratiques en GIEC prêtes à être transférés aux producteurs et productrices agricoles. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire portant sur la planification saisonnière du désherbage en grande culture. Tout d'abord, cette activité vous est offerte gratuitement grâce à un financement du programme de partenariat pour l'innovation en agroalimentaire en vertu du partenariat canadien pour l'agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Pour les agronomes, dans le cadre du règlement sur la formation continue obligatoire des agronomes de l'Ordre des agronomes du Québec, la demande d'accréditation a été faite et l'information sera déposée sur la page Web de l'événement prochainement. Pendant le webinaire, vous pourrez poser des questions aux conférenciers au fur et à mesure, mais les questions seront traitées lors de la période prévue à cet effet, soit à la fin du webinaire. Pour poser vos questions, nous vous invitons à utiliser le bouton Q et R, questions-réponses ou Q&A, dans la section en bas de l'écran. Pour le voir, vous devez passer votre souris dessus. Les questions qui n'auront pas été traitées par manque de temps seront envoyées aux conférenciers après le webinaire et un document contenant les questions et les réponses sera déposé plus tard sur la page dédiée aux participants. Pour les échanges entre participants et les commentaires, merci d'utiliser la section clavardage. Pour ceux qui aimeraient obtenir la présentation PowerPoint, celle-ci sera déposée en format PDF sur la page Web dédiée aux participants. Y seront également déposés divers contenus informatifs. Le lien pour y accéder est dans le courriel que vous avez reçu pour le branchement au webinaire. Nous pourrons vous le retourner au besoin. Vous n'avez qu'à vous adresser par courriel au service client du CRAAC. Ce même lien sera également déposé éventuellement sur AgriRéseau à la page Web de l'événement. Pour ceux qui auraient acquitté en cours de webinaire, celui-ci sera capsulé et diffusé sur la chaîne YouTube du CRAAC dans les semaines suivant l'événement. Vous pourrez donc y avoir accès en tout temps. Vous trouverez éventuellement l'hyperlien vers la liste de lecture sur la page Web de l'événement du site du CRAAC, à l'onglet Rediffusion et sur la page Web dédiée aux participants. Passons maintenant à notre conférencière de ce matin. Ce webinaire vous est présenté par Mme Patricia Leduc, agronome et conseillère en agro-environnement au club Agri-Conseil Masca. Madame Leduc, je vous invite à partager votre écran pendant que je vous présente. Donc, graduée du campus McDonald de l'Université McGill en 1994 en conservation du sol et de l'eau, Patricia Leduc a travaillé sur des projets sur le phosphore et la caractérisation des engrais de ferme avec le MAPAC avant de travailler au Club Agri-Conseil Masca à partir de 1998. Elle a participé à de nombreux projets qui touchent principalement la fertilisation, les engrais de ferme, les plantes fourragères et engrais verts, les changements climatiques ainsi que la phytoprotection. Elle agit également comme mentor en phytoprotection pour la coordination service conseil. Madame Leduc, à vous la parole. Merci. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous présenter la planification du désherbage en grande culture, ce que je considère être un travail à l'année. Donc, au courant de cette présentation, dans un premier temps, on va faire le survol des actions qui peuvent être réalisées à chaque moment de l'année, en tenant compte également un peu du type de travail de sol, selon la rotation qu'on retrouve chez nos clients. Puis, on va également parler de l'impact des mauvaises herbes présentes. Donc, on a souvent tendance à penser que le désherbage, ça commence au printemps, mais dans un monde idéal, ça commence avant le printemps, idéalement à l'automne. Pourquoi? Bien, tout simplement pour avoir un certain historique. Souvent, on veut voir comment notre désherbage s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'automne? C'est une période qu'on est déjà pas mal présent au champ, ne serait-ce que pour faire des suivis au niveau de la fertilisation. Parfois, on a des essais, on retourne faire des rendements. Donc, pas besoin de faire nécessairement une sortie spécifique pour la phytoprotection. On combine les services. Donc, une des choses, comme j'ai déjà mentionné, c'est qu'on va valider l'efficacité du contrôle des mauvaises herbes. Souvent, même si le contrôle a été bien réussi sur les cintres ou dans des bouts de champ, on va voir quand même certaines mauvaises herbes qui sont présentes. Puis ça peut nous donner déjà un indice de ce qu'on retrouve au niveau de pression ou d'espèces dans le champ. Puis si jamais on voit des espèces qui sont vraiment quand même présentes, c'est une belle occasion de faire la détection de résistance.
Donc, par exemple, dans ce champ-là, on voit que le contrôle a bien été, mais qu'on retrouve de la prêle. C'est une information quand même, dépendant de la pression, qui peut être utile si je m'en vais en soya l'année suivante, par exemple. Dans le soya, c'est également un endroit facile pour voir si on a eu un bon contrôle de mauvaises herbes, particulièrement dans le soya IP, ça peut avoir une importance au niveau de la récolte. Donc, si je retrouve principalement une seule espèce, ça peut être de la résistance. Ici, je vous ai mis la liste des principales espèces qui ont été diagnostiquées en 2022 par le laboratoire de diagnostic. Donc, si je vois ces espèces-là, il y a une petite lumière qui allume. Puis, dans cette liste-là, il y a plusieurs espèces où le diagnostic moléculaire est disponible. Donc, ça veut dire que je peux ramasser des feuilles, les envoyer au laboratoire, puis avoir mon résultat parfois dans les jours qui suivent ou sinon dans les semaines. Donc, ça me permet déjà de prendre l'avance dans ma stratégie pour l'année suivante. Sinon, qu'est-ce qu'on fait à l'automne? On va dépister les cultures qui ont été récemment semées. Je pense ici à nos céréales d'automne. De plus en plus, on a des clients qui font des implantations de prairies de fin d'année. Dans ces cultures-là, c'est peut-être pas tant mes espèces annuelles que je vais surveiller, à moins d'avoir vraiment des grosses pressions, parce que celles-là, ils vont mourir à l'hiver. Ça va peut-être être plus soit des vivaces ou les annuelles hivernantes que je vais vérifier. C'est également à l'automne un bon moment pour faire le contrôle de certaines vivaces, soit en pré ou en post-récolte. C'est également un moment où, si on considère détruire des prairies, il pourrait y avoir des actions qui soient prises à ce moment-là. Puis il y a certains engrais verts à la dérobée, comme le trèfle, qui vont être très difficiles à contrôler au printemps, qui peuvent avoir des impacts également sur le rendement de la culture s'ils sont mal contrôlés dans le maïs le printemps suivant. Donc, ça peut être un moment intéressant à l'automne pour décider de faire un contrôle. Ici, je vous présente un champ de maïs qui est sur un retour de luzerne. Donc, ce champ-là, à l'automne 2021, il y a eu un chisel de passé. On a eu un hiver doux. Donc, on peut constater que le chisel, dans ce cas-là, n'a pas fait un contrôle très satisfaisant de ma luzerne. Puis, il y a également eu un travail au printemps. Donc là, je me retrouve avec un lit de semences quand même assez inégal, parce que là, j'ai des carottes de luzerne un peu partout. Ça m'a donné un semis où la profondeur était variable, une levée variable. Puis ça, on s'entend qu'il faut s'en occuper. Donc, dans ce cas-là spécifique, étant donné qu'on avait quand même une forte population de luzerne, ça aurait peut-être été une bonne idée de faire un contrôle chimique l'automne précédent. Certains diront, pourquoi il a détruit ce champ-là? Il y avait vraiment beaucoup de luzerne, mais c'est un producteur qui fait une rotation assez planifiée d'avance. Donc, ce champ-là, il est adulte pour s'en aller en maïs. Donc, je parlais un petit peu de travail de sol. C'est sûr que le travail primaire à l'automne, souvent, ça fait un genre de reset sur plusieurs mauvaises herbes. Ça va influencer les espèces présentes. Puis, ce que je constate, en tout cas, du moins, moi, je travaille principalement en Montérégie, c'est qu'avec les automnes plus longs, on voit certaines espèces annuelles vernantes, comme je pense à la bourse à pasteur, la vergerette, ou des bisannuelles, comme l'armoise, la bardane, prendre de l'ampleur. Donc ici, la petite bourse à pasteur qui, elle, finalement, l'annuelle hivernante, ce qu'elle va faire, elle va faire sa petite plantule possiblement à l'automne, puis elle repart très rapidement au printemps. Donc, cette mauvaise herbe-là, moi, je la vois surtout beaucoup sur les fermes laitières. Dans le champ que je vais vous présenter, c'est un maïs en silage qui avait été récolté tôt à l'automne 2021. Il y avait eu un travail de sol léger. Puis, on a eu vraiment un bel automne 2021. Donc, le printemps suivant, on voit qu'elle, là, déjà au 6 mai, sa hampe florale est en train de sortir, ça part vite. Donc, dans ce cas-ci, il y avait un travail de sol qui était prévu, mais ça quand même, encore là, ça me fait des touffes de racines, tout ça, c'est pas idéal. Puis avoir voulu faire un contrôle chimique, là, ma plante est vraiment trop
trop avancée. C'est également une mauvaise herbe qu'on va surveiller dans nos implantations de prairies d'automne parce que ça peut, justement, comme on voit, ça prend de l'ampleur rapidement au printemps. Dans une implantation de prairie, si j'en ai beaucoup, je vais devoir faire possiblement un traitement chimique à l'automne, alors que normalement, dans des implantations de prairies de fin d'été, souvent, on ne fera pas de désherbage chimique. Donc, dépistage d'automne important pour cette mauvaise herbe-là. Bergeret du Canada, c'est une espèce qui prend également de l'ampleur. Dans ce cas-ci, la majorité des semences ont tendance à germer en fin d'été ou à l'automne. Ça n'aime pas la compétition. Si je fais des engrais verts, du travail de sol ou si j'ai des résidus abondants, elle n'aimera pas trop ça. Pourquoi on doit ouvrir les yeux particulièrement pour celle-là? On retrouve des individus qui sont résistants au groupe 9, le glyphosate, ou au groupe 2. Donc, elle va commencer à faire sa rosette à l'automne, ça peut ressembler à ça. Puis, durant la saison suivante, ça va faire une arbre florale qui va faire des petites graines qui vont se propager par le vent. Donc, on la retrouve principalement en semi-direct. Donc, dépistage d'automne, celle-là, ben, comme si vous avez entendu le mot résistance, donc on échantillonne labo diagnostic, ça nous permet d'être prêt l'année d'après si on a un traitement à faire et possiblement intervention là, à l'automne, dépendant de la pression. Ça, j'en ai envoyé au labo cet automne, je pense, 10 jours, j'avais mon résultat. Donc, c'est vraiment rapide. Armoise bisannuelle. Donc, elle, ben, encore là, on va la voir beaucoup plus dans les champs où on a des travails réduits. S'implante une première année, puis fait ces beaux petits tapins-là qu'on voit de loin là, dans nos champs là, en fin d'été. Souvent, on la remarque beaucoup dans les bords de champs. Donc, si je la vois, ben, c'est vraiment d'avertir les producteurs, go, s'il n'y en a pas trop, on fait de l'arrachage parce que ce n'est pas une mauvaise herbe que je veux avoir dans mes champs. Puis, c'est ça. De l'avoir, ben, ça nous permet, oui, de planifier notre stratégie pour les prochaines années, entre autres, peut-être en choisissant un soya qui a une technologie externe résistante au dicamba. Puis aussi de savoir qu'on l'a dans nos champs, ça facilite son dépistage, son identification la saison suivante. Parce que quand on regarde la petite plantule, ben, elle pourrait ressembler à de la petite herbe à poux. Donc, de savoir que je l'ai dans le champ, on va porter plus attention, puis on va dire, ah, c'est de l'armoire, ce n'est pas de l'herbe à poux. Donc, c'est important de faire un dépistage à l'automne. Je vous parlais de vivaces un peu plus tôt. Qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau des vivaces? C'est que ben, la diminution du sol là, à moyen terme, là, finalement, favorise l'apparition de vivaces comme le pissenlit, l'asclépiade, le laitron. Au niveau de la surface foliaire, en général, ces espèces-là ont moins de surface foliaire au printemps versus en fin de saison, la plante, à ce moment-là, a plus de feuilles. C'est un moment où elle fait ses réserves dans ses racines pour passer l'hiver. Donc, si j'applique un herbicide systémique à ce moment-là, ben, il va avoir une meilleure efficacité puisque la matière active migre plus facilement vers les racines, contrairement au printemps où, au contraire, les sucres ont tendance à remonter, puis ça va à contresens de ce que le produit pourrait faire là, pour descendre aux racines. À titre d'exemple, un brûlage d'automne avec du glyphosate va être 20 plus efficace sur le pissenlit qu'un brûlage de printemps. Donc, sur une ferme qui a fortement réduit son travail de sol, je vais vraiment commencer à introduire plus systématiquement du dépistage en fin de saison pour potentiellement faire une intervention pré- ou post-récolte. Surtout quand j'ai une culture où j'ai peu de chances d'avoir besoin de faire un désherbage pour les annuelles. Je pense ici au blé d'automne. Donc, ici, on est le 4 octobre, le producteur vient de récolter son soya. Il a l'intention de faire un semis de blé d'automne en semi-direct. Donc, je constate que j'ai des pissenlits. C'est clair que si j'ai une bonne pression, le brûlage de printemps n'est pas une option dans ce cas-là. Les produits que je pourrais appliquer autres que dans le cas d'un brûlage, sont moins efficaces sur le pissenlit. Donc, dans ce cas-ci, ben, un dépistage va être nécessaire et une intervention selon la pression de mauvaises herbes que j'ai au champ.
On change de saison. Qu'est-ce qu'on fait l'hiver? Bien, l'hiver, c'est le moment où on fait le post-mortem du contrôle des mauvaises herbes avec notre client. On va compléter nos dépistages si ce n'est pas déjà fait. Puis, on va discuter un petit peu qu'est-ce qui a bien fonctionné, c'est quoi les failles de nos stratégies. Discuter également, est-ce qu'il y a des nouvelles mauvaises herbes qu'on remarque sur l'entreprise? Y a-t-il des changements qui s'en viennent en termes de rotation, de travail de sol? Est-ce que je vais utiliser des cultures OGM ou pas? Est-ce que j'ai l'intention de faire du contrôle mécanique, d'introduire du sarclage? Est-ce que je vais ajouter des engrais intercalaires dans le maïs, par exemple? Donc, c'est toutes des choses qui peuvent influencer mes stratégies. Pour un client chez qui on n'a pas fait spécifiquement de la phytoprotection, ça peut être un bon moment s'il désire de faire une évaluation de gestion des pesticides, ce qu'on appelle dans notre jargon un EGP. C'est quoi un EGP? Ben, c'est dans un premier temps une rencontre, un questionnaire sur les pratiques de la ferme, mais vraiment axé sur la gestion des mauvaises herbes. Puis parfois, même quand c'est des clients que ça fait 10, 15 ans qu'on suit, des fois, c'est des aspects qu'on n'a pas nécessairement parlé. Tu sais, oui, on parle de la rotation, oui, on jase de gestion de la fertilité, mais pas nécessairement axé sur l'impact que ça a au niveau des mauvaises herbes. Donc, on va vraiment faire le portrait de l'entreprise avec les exemples qui sont là, type de semences, contrôle mécanique, c'est quoi les équipements de pulvérisation, les EPI. J'ai-tu des mauvaises herbes problématiques sur l'entreprise? Donc, quand c'est quelqu'un chez qui on n'a pas fait non plus beaucoup de suivi champ, bien, ça permet de mettre la table. C'est quoi ses objectifs, ce producteur-là également? Puis, suite à ça, on va faire le résumé, dans le fond, de ses bons et moins bons coups, avec des suggestions d'amélioration, des nouvelles stratégies. Ça peut être des choses à court terme, ça peut être des affaires à moyen terme, ça peut être des idées folles. Donc, des choses que le producteur va dire, ah oui, je préfère ça chez nous, mais des fois, on sème une petite idée, puis ça peut prendre forme un petit peu plus tard. À quoi ça ressemble? Bien, chez nous, ça prend la forme d'un cartable qu'on va bonifier. Là, on veut avoir le moins de blabla là-dedans. C'est plus des tableaux, tout ça, qu'on va bonifier au fur et à mesure qu'on va faire les suivis. Voilà. Donc, là-dedans, ben, qu'est-ce qu'on fait l'hiver? Qu'est-ce qu'on continue? Ben, si ce n'est pas déjà le cas, on fait la mise à jour du registre phyto. Certains producteurs vont faire les registres eux-mêmes, c'est parfait. Il y a d'autres qui demandent notre aide, donc ça va ressembler à ça. Sinon, on va également faire ce qu'on appelle, nous autres, le tableau de gestion de la résistance. Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est l'historique par champ des produits utilisés puis les groupes d'herbicides associés. Donc, ça nous permet de voir dans un champ, finalement, est-ce qu'on fait une bonne rotation des groupes au-delà des molécules. Puis également, là-dessus, ben, si j'ai des champs que j'ai vus, des résistances, ben, là-dessus, je vais mettre mes lignes en rouge là, pour vraiment là, qu'on garde en tête là, cette situation-là. L'autre chose qu'on va faire également chez les producteurs qui le désirent, c'est qu'on va calculer les indices de risque sur la santé et l'environnement des produits utilisés. Donc, ça permet finalement de sensibiliser à l'impact des différences entre les produits. On essaie toujours de choisir des produits qui sont à plus faible risque. Puis souvent, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être plus dispendieux. Là. Il y a quand même plusieurs options. Sinon, ben, s'il y a des situations où vraiment là, on a un produit à plus haut risque qu'on utilise, ben, on va vraiment mettre l'emphase sur, par exemple, la protection individuelle, les équipements de protection individuelle si l'indice de risque sur la santé est plus élevé. C'est quand même quelque chose, quand on a fait nos premiers EGP, c'est quelque chose qui a beaucoup parlé aux producteurs. C'est la première fois qu'ils se faisaient parler de ça. Donc, ça aide un petit peu à orienter les décisions. Sinon, ben, qui dit automne ou début d'hiver dit achat de semences. Donc, c'est le moment où c'est dans le cadre du PAF, quoi que ce soit, on planifie la rotation, mais également, on peut aider le producteur dans ses achats de semences. Si, par exemple, j'ai des mauvaises herbes problématiques dans le soya, ben, on va vouloir acheter des semences qui ont des technologies OGM particulières. Pas nécessairement qu'on va les utiliser, mais ça va être un outil de plus dans notre coffre. Puis, ben,
On parle ici aujourd'hui principalement de phytoprotection, mais au niveau de la gestion des pestes, on va également pouvoir conseiller le producteur sur le choix de génétique selon les insectes présents au champ. Dans le cas, par exemple, d'un bt chrysomèle dans le maïs, ou c'est un bon moment aussi, on va discuter de la pertinence des traitements insecticides ou pas sur les semences. Donc, à titre d'exemple, si j'ai des mauvaises herbes résistantes au glyphosate, on pense entre autres à la moutarde des oiseaux. Je vais m'organiser probablement si je m'en vais en soya pour avoir un soya N-list qui est résistant au 2,4-D ou Liberty. Donc, parce que mon Roundup ne fonctionnera pas là. Versus si j'ai de l'amarante tuberculée, dans mon soya, je vais peut-être plus choisir une stratégie avec un soya externe qui est résistant au dicamba. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessairement qu'on va utiliser ces molécules-là, mais ça permet de les avoir. Puis, c'est surprenant, des fois, il y a des producteurs qui achètent des variétés qui ne savent pas nécessairement, des fois, ils viennent déjà avec ces technologies-là, mais c'est de poser la question là, pour être sûr qu'on a les choses les mieux adaptées pour son entreprise. Un autre exemple, par exemple, si j'ai beaucoup de prêles dans mes champs, un soya externe qui est résistant au 2,4-D peut être une bonne option. Sinon, qui dit hiver dit formation, puis dit également échange d'informations avec nos clients. Donc, sur quoi on veut se former? Par exemple, est-ce qu'il y a des nouveautés en termes, par exemple, de traitement herbicide? On peut en profiter pour lire les étiquettes des nouveaux produits ou de plus d'anciens produits, là, dépendant de notre niveau de connaissance. Il y a absolument des conférences des fabricants là, qui sont des bonnes sources d'informations. Il y a Comme aujourd'hui, il y a les conférences GIEC avec le CRAC qui peuvent être des bonnes sources d'information. Sinon, du côté de l'Ontario, il y a il y a différents documents ou publications ou conférences même de l'OMAFRA. Mike Carbrough, là-bas, fait un travail très concret. Il y a également Peter Sikima à l'Université de Guelph qui a des beaux essais souvent qui peuvent s'appliquer ici. Il existe également des formations au niveau du contrôle mécanique pour quand même rajouter cet outil-là dans notre coffre. Puis, il y a des communautés de pratique, comme le mentorat en phytoprotection, qui est un petit peu moins, dépendant des hivers, qui est un peu moins actif, mais qui a des formations, des échanges. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus. Donc, si vous avez la chance de pouvoir échanger avec d'autres conseillers comme vous, c'est vraiment un plus. Sinon, on commence à penser stratégie de désherbage avec notre client. Puis encore là, ça peut se faire à travers nos rencontres de fertilisation. Comme si, par exemple, souvent, on va faire le PAF chez un client, mais on va se garder un petit volet désherbage. Donc, est-ce qu'on veut sarcler ou pas? C'est quoi la disponibilité du producteur? Y a-t-il des moments de l'année ou au printemps qui est, par exemple, pas disponible ou la machinerie qui, par exemple, qui servirait à faire des pulvérisations? Exemple, souvent on entend, mon tracteur est sur le semoir, là, je ne peux pas faire un traitement à ce moment-là. Donc, on va commencer à réfléchir, est-ce que je vais faire un pré-levé ou un post-levé? Sinon, depuis la pandémie, la disponibilité des produits, ce n'est pas un élément à oublier. J'espère que ça va être plus facile cette année, mais il y a des produits, ça ne donne pas grand-chose si je fais une belle stratégie puis que le produit, il est backorder ou il n'est plus disponible. Également, souvent, on va s'informer au niveau des coûts parce qu'effectivement, ça aussi, on va en tenir compte. Ça fait partie de l'équation. Ces étapes-là, souvent, vont se faire de concert avec les détaillants de notre producteur. Donc, moi, je trouve ça important d'avoir une bonne communication là, avec eux. On travaille dans le même objectif. Là. Donc, si je vais plus avec des stratégies en pré-semis, là, je vais commencer plus à faire ma recommandation en tant que telle. Versus en post-levé, ça implique que je vais probablement avoir un dépistage. Puis selon mon dépistage, là, je vais finaliser ma recommandation. Sinon, pour le conseiller, il faut planifier le temps chez nos clients.
C'est quoi la charge de travail que ça implique? Parce que si j'ai beaucoup de dépistage, ben c'est quand même du temps. Donc, moi, habituellement, tu sais, je vous fais un petit exemple très simple, là. J'ai un fichier Excel où j'identifie les producteurs chez qui on a comme objectif de, tu sais, de faire du dépistage puis des recommandations phyto. Donc, je sais que chez ce producteur-là, j'ai des céréales. Donc, quand mes recommandations sont faites, OK, je le mets en vert, en jaune, ça s'en vient, en rouge cette semaine, c'est lui qu'il faut que je fasse. Donc, tu sais, c'est des petits outils qu'on peut se faire là, pour vraiment pas oublier de enlever un petit peu tout ça de notre tête puis le mettre sur papier. L'autre question, ben, est-ce que je vais travailler seul ou je vais avoir besoin je vais avoir une technicienne ou un étudiant qui va m'aider au niveau du dépistage, tout ça. Donc, c'est toutes des choses déjà à prévoir. On se prépare au dépistage. Là. Avril-mai, là, ça s'en vient vite. Là. C'est quoi nos outils? Est-ce que je vais travailler avec du papier, avec de l'informatique? De notre côté, au club, nous, on avait essayé des petites choses informatiques au champ. Là, quand on fait notre dépistage, ça va vite. Donc, on travaille plutôt avec des feuilles de prise de données qu'on va prendre en photo, qu'on le met dans le dossier électronique. C'est plus comme ça qu'on a décidé de travailler. Mais il existe sinon des petits logiciels, des choses. Savoir de quelles infos je vais avoir besoin pour faire mes recommandations d'herbicides, par exemple. Donc, ici, à titre d'exemple, c'est une des feuilles qu'on utilise là, pour le dépistage. C'était basé sur un document là, à l'origine de David Girardville. Donc, ça, c'est vraiment là, une feuille détaillée pour le champ. Je veux savoir quelles espèces qui sont là, c'est quoi leur stade de développement, c'est quoi l'intensité de leur couverture, est-ce que c'est dans des zones du champ, ma culture est rendue à quel stade. On a également des feuilles quand on fait plusieurs champs sur une entreprise, mais on a des feuilles également où on a plusieurs champs sur la même feuille. Là, donc, c'est un petit peu ça. Puis dans le fond, c'est de voir aussi quel niveau de détail j'ai besoin selon les mauvaises herbes également. Si je travaille avec des collègues, qui dépistent pour moi, ben, on veut avoir les mêmes références. Là. Donc, parce que la densité va avoir un impact sur nos choix. Donc, on utilise, nous, dans le fond, c'est un système, là, dans le temps, ceux qui ont connu la cartographie de mauvaises herbes, où on avait de 0 à 5, finalement, là, dépendant de la pression de mauvaises herbes. Puis, ben, moi, les photos, malgré qu'on ait un système, j'aime avoir des photos. Ça documente nos sorties au champ. Des fois, il y a des petits détails qu'on a oublié de prendre en note, ben, je peux les avoir sur les photos, particulièrement si ce n'est pas moi qui ai fait le dépistage au champ. Donc, j'aime ça avoir des photos de près, des photos de loin pour voir l'ensemble. Les références dans ma tête qu'on a sous la main, ben, pour l'identification des mauvaises herbes, là, le guide du Québec est vraiment un incontournable. Puis il y a également l'Ontario qui ont refait leur guide il y a quelques années qui peut être un bon complément. Là. Sinon, des petits aides-mémoire, ça date de l'époque d'Ouville et compagnie qui avaient fait des petits guides de dépistage. Donc, ça, c'est utile. Là, à droite, ben, on voit les principales mauvaises herbes larges à feuilles larges qu'on retrouve là, au stade plantule. Puis, à gauche, ben, nos petites graminées, quand ils sont petites, des fois, c'est quand même important quand même de les identifier. Ça peut avoir un impact sur le choix de nos désherbants. Donc, c'est d'avoir un petit rappel là, sur les ligules, les poils, tout ça. Puis, ben ça, c'est petit, hein? Donc, il faut être prêt à observer les petits détails. Là. Si on a besoin de lunettes avec des foyers, on les traîne. Binoculaires, loupe, toutes des choses qui peuvent être utiles pour identifier nos petites graminées. Sinon, une petite pelle. Parfois, de déterrer et de trouver la semence, ça peut aider à l'identification de la mauvaise herbe. Ça peut nous donner de l'information aussi quant à la profondeur de germination. Dans le cas, par exemple, d'un traitement en prélevé qui aurait mal fonctionné, ben, si mes échappées sont de la semence qui est placée profondément, bon, ben, OK, c'est pas que mon produit n'a pas fonctionné, ben, mais il n'était pas assez profond. Là. Est-ce que c'est parce que ça a été sec ou parce que là, la semence était vraiment profonde? Ça aide également à valider la présence d'un fil blanc. Ça peut être utile si on a du désherbage mécanique à faire, là, que ce soit avec la houe rotative ou les peignes.
Puis également, ben, ça me donne de l'info. J'ai-tu une levée de mauvaises herbes là, qui s'en vient prochainement? Donc, ça peut m'orienter aussi au niveau de ma planification de dépistage. Donc, avril-mai, ça y est, on commence le dépistage. Souvent, par quoi on commence? Ben, on va commencer par les champs semi-directs. Parce que dans ces champs-là, souvent, on peut avoir un brûlage à faire. Ça commence tôt. On va aller vérifier si on a la présence d'annuelles, de vivaces. Dans ces champs-là, le patron d'émergence est un peu différent du conventionnel, hein. Les graines de mauvaises herbes sont en surface, sont là. Donc, on les voit apparaître parfois souvent, plus rapidement ou plus intensément. Dans certains cas, on peut avoir aussi des situations où on a des repousses de céréales d'automne, puis dans certains cas, on pourrait vouloir faire un brûlage. Donc, si je vous montre une photo vaut 1000 mots, 3 mai 2022, en semi-direct, un retour de maïs. Ça, c'est des plantules de chénopodes. Donc, on se doute qu'à cet endroit-là, l'an passé, on a eu un plant de chénopodes qui a produit des semences. Puis là, ben, c'est dense. Donc, souvent, il y a des zones dans le champ que je ne verrai à peu près pas d'annuelles, puis d'autres zones, ça va être très dense. Versus, à la même date, le 3 mai, un sol qui a été travaillé là, en travail réduit, mais travaillé quand même. Donc, on voit ici, là, j'ai aucune annuelle. Là. Si je veux faire un traitement de contact, ça ne donne rien. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est ça, je vais prioriser mes champs. Tout ça pour dire que je vais prioriser mes champs semi-directs là, pour mes premiers dépistages. Sinon, par la suite, ben, ça va être selon la culture et la date de semis. Mai-juin, c'est vraiment la période intensive là, pour le dépistage et les recommandations. Souvent, ben, je vais commencer par mes champs de céréales d'automne, suivi de mes champs de céréales de printemps, maïs, soya. Céréales d'automne, on en a parlé un petit peu tantôt. Si j'ai une belle céréale bien établie, souvent, je n'aurai pas besoin de faire de traitement. Donc, dans le fond, souvent, on va aller voir la survie à l'hiver, puis en même temps, on va voir un petit peu nos mauvaises herbes. Sinon, ben, de manière générale, on peut dire que les cultures ne sont pas égales quant à leur tolérance aux mauvaises herbes. À titre d'exemple, ça, c'est la perte de rendement potentielle attribuable à la concurrence des mauvaises herbes en grande culture. Donc, si je regarde le maïs, le soya, les haricots secs, par exemple, je peux perdre jusqu'à 50 de mon rendement si j'ai des grosses pressions de mauvaises herbes, particulièrement si j'ai des épisodes de sécheresse. Versus à l'autre opposé du graphique, si je regarde mes céréales de printemps puis mon blé d'automne, céréales de printemps, on parle de moins de 20 céréales d'automne autour de 10 Donc, on s'entend que ce n'est pas le même potentiel de risque. Donc, ça peut influencer également ma tolérance. D'avoir ça en tête, ça va influencer ma tolérance aux pressions de mauvaises herbes. Puis, c'est sûr qu'on le sait un peu, là, une rotation variée, ça va nous aider au niveau de la phytoprotection parce que ça va nous permettre d'intervenir à différents moments de l'année. Donc, ça déjoue un peu nos mauvaises herbes, on les mélange. En général, les mauvaises herbes ont plus d'impact sur le rendement lorsqu'elles sont là en début de la croissance de la culture. Donc, c'est vraiment là qu'il va falloir être plus présent au champ pour voir si notre stratégie fonctionne bien quand on fait du prélevé ou planifier le désherbage vraiment en post-levé basé sur nos dépistages. Donc, en termes de stade, ben, il y a la notion de période critique sans mauvaises herbes en termes d'impact sur le rendement. Donc, si vous regardez dans le guide agronomique des grandes cultures de l'OMAFRA, on retrouve ce résumé-là où pour les différentes cultures, là, on voit des stades où vraiment, dans cette période-là, là, on veut contrôler le plus possible nos mauvaises herbes. Si j'ai des mauvaises herbes qui arrivent suite à ces périodes-là, ben, ils peuvent être désagréables parce qu'ils peuvent, dans certains cas, avoir un impact au niveau de la récolte, je pense au soya, ou ils peuvent avoir un impact au niveau de la banque de
de graines de mauvaises herbes, mais au niveau du rendement sur la culture, des mauvaises herbes, par exemple, qui vont arriver après le stade 3 trifoliés du soya, vont avoir peu d'impact sur le rendement en général. Le maïs, on voit 3 à 10 feuilles ici, pointe de feuille. Ben, c'est pas il y a différentes stratégies pour identifier le stade du maïs. Souvent, on ne travaille pas avec la méthode pointe de feuille. On va plus parler avec les feuilles recourbées. Donc, souvent, ce qui nous vient en tête, c'est 2 à 8 feuilles recourbées. C'est le stade là, qu'on veut viser dans le maïs. Donc, maintenant, on va faire le tour culture par culture. Si je vous parle des céréales de printemps, donc en termes de période critique, c'est vraiment de 1 à 3 feuilles. Donc, c'est quand même assez tôt. Donc, pour un semis, souvent dans notre coin qui va être fait fin avril, début mai, ben, c'est vraiment en mai que ça se passe, là, à moins que je sois en semi-direct et que j'ai eu besoin d'un brûlage, mais ce n'est pas nécessairement souvent le cas. Souvent, c'est une période, en tout cas, on l'a vu dans certaines années secs dernièrement, où les mauvaises herbes n'étaient pas nécessairement sorties, là, surtout si le sol avait été travaillé. Donc, c'est pour ça, parfois, qu'on se dit, même si j'ai un peu de mauvaises herbes dans nos céréales, jusqu'à quel point c'est important de traiter. Là, des fois, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, par exemple, des gens qui veulent avoir une paille propre ou des choses comme ça. Mais au niveau du rendement, là, vraiment, si cette période critique-là a été exempte de mauvaises herbes, on n'aura pas trop d'impact au niveau du rendement. Donc, à quoi ça ressemble? Ben, on va y aller selon l'apparition des mauvaises herbes. Dans les herbicides à céréales, entre autres, la majorité des produits sont des herbicides de contact. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse un dépistage au champ pour voir si j'ai présence ou pas de mauvaises herbes. Si je n'ai pas de mauvaises herbes puis j'arrose, j'ai fait ça pour rien. Ça m'a coûté des sous et ça a un impact dans l'environnement non nécessaire. Donc, ici, on est le 19 mai. On voit, il y a des petites touffes jaunes parce que dans mon soya l'année précédente, le contrôle, il y a eu beaucoup de pissenlit. Puis malgré un travail de sol, ben, le pissenlit, lui, il a trouvé ça, c'est un chisel, donc il a trouvé ça bien drôle. Il est reparti. Si on regarde de plus près, on voit, ben, j'ai mes petits chénopodes, j'ai un petit peu de graminées. Donc, le traitement a eu lieu là, genre le 20 mai. Puis, ben, c'est important hein, de faire un suivi au niveau des traitements. C'est comme ça qu'on va apprendre, voir ben, est-ce que mon traitement a bien fonctionné, c'est quoi les symptômes visuels. Donc, dans ce cas-ci, quand je retourne à peu près 10 jours plus tard, le 30 mai, je vois que mes pissenlits ont blanchi parce que j'ai choisi un produit en fonction du pissenlit et de plus près, ça donne ça. Ça ne le fera pas mourir, là, le pissenlit, mais ça lui donne un coup à la tête pour qu'il laisse un peu plus d'espace à mes petites céréales. Si on vous parle du maïs maintenant, donc on voit ça, c'est la méthode de la feuille recourbée. Donc, on parlait tantôt de 2 à 8 feuilles. Donc, c'est la période critique. Ça se trouve à être grosso modo de fin mai à fin juin. Plus j'ai une forte densité de mauvaises herbes, plus on va traiter au début de la période critique, versus particulièrement si on a des conditions de stress hydrique, puis selon les espèces également de mauvaises herbes. Donc, comme je mentionnais, un semis début mai en général, période de mai à fin juin où on va surveiller ça. Si je fais un prélevé dans le maïs, vous allez me dire, j'ai-tu un dépistage à faire? Comment je fais? Bien, à moins d'avoir eu besoin de faire un brûlage, puis là, ajuster la dose selon la grosseur des vivaces, par exemple, bien, dans le cas d'un prélevé, j'ai plus ou moins besoin d'un dépistage tôt en saison. Puis si je veux en savoir plus sur mes mauvaises herbes existantes, ben, il y aurait l'option de faire une cartographie de mauvaises herbes. C'est quoi une cartographie de mauvaises herbes? On installe quelques plastiques dans le champ avec des drapeaux. Le producteur fait son traitement, donc ça me donne finalement des témoins où là, je peux aller comparer l'efficacité de mon traitement versus ce que j'avais comme pression de mauvaises herbes. Donc, chez un producteur qui fait toujours du pré, puis que je ne sais pas trop, il arrose-tu pour rien? Est-ce qu'il choisit le bon produit pour les mauvaises herbes qu'il y a? Bien, ça peut être une manière de documenter. Mais c'est sûr que si je fais un traitement en pré, mon dépistage va plus se faire un peu plus tard,
pour faire le suivi de l'efficacité du traitement. Donc, par exemple, ça, c'est un traitement qui a été fait début mai. Dans la période de semis du maïs. Le 2 juin, oups, je vois déjà un petit fond de graminées, là, puis mon produit est supposé d'être hyper efficace au niveau de mes graminées. J'ai eu des pluies, il y a quelque chose qui ne marche pas. Un petit peu plus tard, 15 juin, ben non, là, vraiment, mes graminées n'ont pas été bien contrôlées. Les espèces qui sont là devaient être contrôlées selon l'étiquette. Je n'ai pas eu de conditions météo problématiques. Donc, à quoi ça sert de faire un suivi? Ben, dans certains cas, on a décidé de faire de retraiter. Et dans ce cas-là particulier, le traitement était garanti, donc supporté par la compagnie. Donc, il y a eu comme une plainte, si on peut dire, il y a eu une visite de fait avec la compagnie, puis ils ont accepté de payer le traitement de correction. Donc, au niveau du maïs, la situation peut vraiment être différente selon l'historique du client. Ici, le 30 mai, donc, on voit qu'on commence à avoir quand même quelques mauvaises herbes. Là. On va penser à traiter, là, dépendant si j'ai un contact ou un résiduel, versus à peu près à 2 km de ce champ-là, à peu près le même type de sol. C'est pas du tout la même situation. Donc, dans ce champ-là, ben, l'année précédente, le champ qui est sale, on a vraiment eu un mauvais contrôle dans notre soya. Donc, on paye pas un petit peu. Donc, c'est sûr que là, ce champ-là, on est en train, là, on parlait de période critique avec une pression comme ça. Dans un monde parfait, j'aurais presque traité avant. Là. Ça se peut qu'on soit en train de perdre du rendement. Donc, selon la densité, le timing est vraiment important. Puis, souvent, on va au champ pour plein de raisons. Par exemple, dans certains cas, on va faire des analyses de sol. Ben, moi, j'aime vraiment même chez des producteurs chez qui on n'a pas le mandat de faire de la phytoprotection, de faire nos analyses de sol, par exemple, à ce stade-là, ça permet de voir d'autres choses. Puis là, d'allumer une petite lumière au producteur, de dire: Hi, t'es-tu allé voir tel champ? Lui, il est prêt à arroser. Peut-être pas tes autres champs, mais lui, là, go! Donc, ça peut être une manière tranquillement de commencer parce que tant qu'à mettre un herbicide, avec les coûts que ça a, puis bon, les risques que ça peut apporter sur la santé de l'environnement, aussi bien aller chercher une efficacité optimale au niveau du contrôle puis au niveau du rendement. Donc, dans mes choix aussi de dépistage, je vais favoriser des champs je vais peut-être commencer plus ou mettre plus d'accent sur des champs qui ont des historiques d'engrais de ferme, surtout appliqués au printemps. Je montre une petite photo de chénopode ici. Pourquoi? Il faut savoir qu'une forte teneur de nitrate va stimuler la germination du chénopode en brisant sa dormance. L'autre chose aussi, quand on voit des champs qui ont des sols plus légers ou des zones légères qui se réchauffent rapidement, c'est pas rare, je vais avoir beaucoup de crucifères comme ça, des petits plants de moutarde. Il faut savoir que la moutarde, elle germe à partir de 5 degrés Celsius. Donc, c'est une des premières mauvaises herbes que je vais voir apparaître. Qu'est-ce qu'il y en est des autres? Je suis tombée sur ces essais-là qui avaient été faits par Maryse Leblanc dans les années 94-95 avec des mauvaises herbes du Québec. Puis on voit que les températures de germination là, sont différentes dépendant des espèces. Donc, le chénopode, que je vous montrais tantôt sur la photo, lui, il germe à partir de 3 degrés Celsius. Donc, c'est dans les premières espèces qu'on va voir apparaître. Il germe, lui, tout au long de mai-juin. Ce n'est pas un problème pour lui. Amarante, ça prend un petit peu plus de chaleur. Donc, on la voit apparaître un petit peu plus tard. Les graminées, 12 degrés. Ça me rappelle souvent, il y avait David Gérardville qui nous disait: Ah, vous allez voir le stade de nos petites graminées annuelles, il suit le stade du maïs. Mon maïs est rendu à 3 feuilles, ma petite graminée est rendue à 3 feuilles. Ça fait beaucoup de sens parce que la température de germination du maïs est également de 12 degrés. Donc, on comprend un petit peu mieux avec ça pourquoi c'est ce qu'on observe au champ. Donc, je vous parlais d'impact des mauvaises herbes. Ici, on voit que dépendant de l'espèce que j'ai, dépendant de la densité de l'impact potentiel que ça a sur mon rendement, par exemple, de maïs, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'une feuille large va avoir beaucoup plus d'impact qu'une graminée au mètre carré. Donc, ça va influencer mes décisions de désherbage.
Puis là, de plus en plus, on a des producteurs qui utilisent des intercalaires. Donc, encore là, ben, il existe des outils où, ça c'est un petit résumé qu'on avait fait au club, selon mes différentes options de désherbage qui vont être compatibles avec du régras, selon si je veux avoir un résiduel ou pas au niveau de mes feuillages. Donc, dans le maïs, même si on fait du poste levé, ben, on veut retourner voir est-ce que mes traitements ont fonctionné, est-ce que j'ai un deuxième, est-ce que c'est une stratégie de 2 passages. Puis, par exemple, dans ce champ-là, qui est un retour de luzerne, on voit que mon maïs, là, maintenant, est rendu à 8 feuilles. J'ai quelques tiges de luzerne qui repartent. On est passé mon stade, on ne touche plus à rien, là. On est capable de tolérer ça. On va finir avec notre soya. Donc, notre soya, ma période critique est de 1 à 3 feuilles. Donc, dépendant si j'ai un soya OGM ou pas, souvent pour le soya OGM, on fonctionne principalement avec des stratégies en poste levé. Donc, on va traiter plus ou on va dépister plus dans cette période-là, de 1 à 3 feuilles, et on traite en général avant la floraison, versus le soya IP, non OGM. On va souvent faire un prélevé qui va être fait début mai ou mi-mai. Donc, on va retourner un petit peu plus tard. Là, on va avoir une stratégie de désherbage assez intensive dans les semaines qui suivent. Ce qu'il faut savoir, c'est que habituellement, là, dépendant, bon, si on a de la pluie, bien sûr, on observe le maximum d'émergence des mauvaises herbes 2 à 8 semaines après le semis. Donc, si j'ai un résiduel en prélevé, on commence le dépistage environ 2 semaines après le semis et on répète à toutes les semaines jusqu'à la floraison. Si j'ai aucun résiduel qui a été appliqué, oh là là, attention, habituellement, c'est après 3 semaines après le semis que les annuels sont plus susceptibles aux herbicides de contact. Donc, si j'ai du soya non OGM, ici, on voit le stade de la grosseur maximale de 3 mauvaises herbes assez courantes. Là. Ici, on voit de l'herbe à poux, de l'amarante, du chénopode. C'est un 25 sous à côté. Donc, il faut traiter avec les principaux herbicides là, de contact là, dans le soya, maximum ce stade-là. Donc, ce n'est pas tant le stade du soya qui est important que le stade de la mauvaise herbe. Donc, vers la mi-juillet, les interventions là, pour le contrôle des mauvaises herbes sont pas mal finies pour la Montérégie. On peut penser à prendre des vacances avant l'arrivée des pucerons et autres insectes. Donc, ça n'arrête jamais vraiment. Donc, ce que je vous dirais en conclusion, ben, on peut accompagner nos clients pour toutes les étapes que je vous ai présentées ou seulement certaines selon ses besoins. Souvent, on va commencer à faire de la phytoprotection sur une ferme quand il y a des changements. C'est un bel endroit où on peut bonifier nos services. Là, je pense le producteur s'en va plus vers le semi-direct, qui veut introduire des nouvelles cultures ou des engrais verts. Donc, c'est un moment où je pense que notre expertise peut être valorisée. Puis sinon, ben, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes nos visites de terrain sont une occasion de faire de la phytoprotection. On garde nos yeux ouverts, on prend des notes, on prend des photos, puis ben, ça peut nous aider dans nos conseils aux producteurs. Donc, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Patricia, pour cette belle conférence. Je pense que c'était très complet. Puis finalement, ben, on a quand même eu une bonne durée, mais on a plein de belles questions aussi pour toi. Fait que je pense que ça va rendre ça encore plus dynamique. Donc, pour commencer, ben, peut-être une question un peu plus pratico-pratique, mais tu as parlé de l'utilisation de l'EGP là, pour des nouveaux clients, pour profiter de l'occasion pour faire un bon portrait. On posait la question, comment avoir accès à cet outil-là? Il y a différentes options. Il y a la coordination des services conseils qui a bâti là, en collaboration avec différents conseillers terrain un outil. Je crois qu'il est toujours disponible. Donc, vous pourriez rentrer en contact avec la coordination de services conseils à ce niveau-là. Nous, de notre côté, on avait déjà bâti notre outil avant ça. Donc, on a vendu notre outil à certains clubs là, qu'on connaissait bien. Donc, il existe également, je crois, un modèle de base là, au niveau du questionnaire. Ben, il a déjà existé, mais il n'est plus vraiment. Il n'est plus, Moi, non? c'est ça. Non, il n'y a pas vraiment de OK. modèle, en fait, dans le fond, ce qui doit être retrouvé dans le GP, décrit un peu dans le guide administratif du PSC, puis c'est essentiellement les éléments qu'on retrouve, par exemple, dans ton modèle que tu utilises ou dans l'outil qui a été fait par la CSC. Donc,
En tant que Puis, tel, tu je pense sais, que… il y a quand même une ligne directrice aussi au niveau de l'Ordre des agronomes. Il y a des documents de référence. Tu sais, c'est un peu la même chose qu'on va trouver. Des fois, c'est au niveau de la présentation que ça va être différent. On essaie de le faire vraiment axé sur… c'est un outil pour partir la discussion avec le producteur, là, tu sais, Oui, puis rien exactement. oublier. C'est ça. Bon, ben merci pour la réponse. Là, on a des questions un petit peu plus techniques, mais c'est en même temps très intéressant. Tu as parlé que, bon, de suivre un peu la résistance, les groupes de mauvaises herbes résistantes, puis de les highlighter là, quand il y a des enjeux. La question, c'est de savoir, est-ce que quand il y a un problème comme ça, est-ce qu'on limite l'utilisation du groupe d'herbicides à seulement le champ qui est ciblé ou à l'ensemble de l'entreprise? Comment on fait cette gestion-là là, de la résistance finalement, là, quand on détecte des problèmes? C'est vraiment du cas par cas. Tu sais, ça dépend. Si j'ai seulement 2 champs de soya, puis j'en ai un qui a de la résistance, ben, je ne suis pas sûre que le producteur va vouloir faire 2 stratégies différentes. Ouais. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est sûr que ça dépend de l'espèce aussi. Tu sais, je pense par exemple à la vergerette qui, elle, se dissémine par le vent. Ben, elle risque d'être plus rapide là, Ouais. tu sais, je risque d'en retrouver plus rapidement dans mes champs voisins que d'autres mauvaises herbes. Tu sais, je pense entre autres à un cas où on avait de la cétare géante résistante au groupe 2. On a presque eu le temps de la voir venir, tu sais, dans le Ouais, sens que c'est ça a ça. commencé par le cintre. Après ça, il a commencé à avoir des touffes dans le champ. Puis on n'avait pas dans les autres champs sur l'entreprise. Donc, ça, on pouvait se permettre de faire une stratégie Ouais. plus adaptée, mais encore là, ça dépend toujours si le producteur est prêt aussi à faire plus qu'une stratégie. Il y a certains producteurs chez qui vraiment l'ont fait. Tu sais, moi, je peux avoir 3 recettes dans le maïs, c'est trois stratégies différentes, alors qu'il y en a d'autres qui disent ah non, moi, je veux avoir toute la même chose qu'il va faire Ouais. dans tous mes champs de maïs. Des fois, c'est des conditions semblables, ça peut faire l'affaire, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, c'est de s'adapter à la situation, là, mais c'est quand même d'en prendre considération que oui, ça peut se disséminer puis que c'est pas limité à un champ nécessaire. En fait, c'est C'est rare ça. que ça Mais doit c'est rester sûr que limité là. puis aussi, ben, on parle toujours, oui, chimique, mais tu sais, il y a Oui, peut-être d'autres stratégies aussi au niveau contrôle. L'idée, c'est de varier nos, oui. nos stratégies pour la mêler, la mauvaise herbe, là, tu sais. Exact. Ah ben ça, je ne peux pas plus abonder dans ce sens-là que ça. Je Mm. suis tout à fait d'accord avec ça. Une autre bonne question, au niveau de la disponibilité des produits qu'on vit là, depuis 2 ans, comment tu t'adaptes à ça pour éviter que le client se retrouve un peu coincé? Est-ce que tu proposes 2 options pour qu'il y ait toujours comme une option qui fonctionne? Comment un conseiller s'adapte à cette Ouais. situation-là? Puis j'avais la même question personnellement. OK. Bon, c'est sûr que pour des produits prélevés, donc on va essayer de faire nos recommandations ou d'identifier nos stratégies un petit peu plus tôt en hiver. Tu sais, c'est pour quelque chose qu'on sait, par exemple, dans le soya ou en tout cas certains produits qu'on sait qu'on va avoir besoin tôt en saison. Ça, je pense qu'on ne veut pas attendre fin avril pour faire nos appels, pour commander nos produits Non. alors qu'on en a besoin 2 jours plus tard. Ça, c'est certain. Pour les produits en post-levé, moi, ce que j'ai fait l'an passé, parce que j'étais un peu paresseuse. Puis moi, j'aime pas ça, travailler en double. Donc, souvent, j'ai quand même un bon contact avec les détaillants. Tu sais, je sais que, puis encore là, ça dépend de chaque ferme. Tu sais, il y a des fermes qui vont toujours acheter leurs produits à la même place. Puis il y en a d'autres qui sont prêtes à magasiner un peu. Moi, c'est un producteur qui est à l'aise avec un détaillant, qui a un bon service. À moins vraiment, là, tu sais, on veut un produit particulier, puis lui, il ne l'a pas. Je vais être prête à. Donc, c'est pas rare que, tout ça pour dire que je faisais un appel où j'envoyais un texto. Qu'est-ce que tu as disponible dans les céréales? Je veux mettre tel produit, tu l'as-tu? Bon. Si je tiens absolument à ce produit-là parce qu'il y a une mauvaise herbe spéciale, tout ça, ben là, même, je vais faire des fois des textos à d'autres places, puis là, je vais revenir au producteur, il y a tel qui l'ont. Mm. Fais tes achats. Donc, j'étais un petit peu plus proactive pour OK. valider les disponibilités auprès des détaillants. Puis même des fois, on en profite pour valider un petit peu les ordres de grandeur de prix, là. Donc, Pour c'est ce éviter que que ce j'ai soit le fait un producteur qui fasse ce démarchage-là, si on veut, là, quand lui est pressé et qu'il faut qu'il Mais c'est achète, parce dans le que des fois, fond. je le fais pour 1 et 2 producteurs, puis cette information-là va me servir pour mes autres clients Ben oui. aussi. Ouais. Donc, moi, personnellement, c'est ce Une que pierre j'ai deux coups. décidé de faire. Puis aussi, ben encore là, tantôt, on parlait de, de communauté de pratique. Ben Oui. encore là, dans nos mentorats, on en discute des fois. Hey, tel produit, là, moi, dans mon coin, il Oui. n'y en a plus. Donc, ça nous donne des cues un petit peu sur ce qui se passe sur le terrain.
Ah bon, ben c'est des bonnes. J'imagine qu'il y a des gens qui ont peut-être pris des notes pour des façons de faire là, pour se prémunir de cette situation-là. Mm. Une autre bonne question, avec l'utilisation des cultures de couverture qui est de plus en plus populaire, plus encouragée, est-ce que tu observes une augmentation de mauvaises herbes dans ces champs-là? Est-ce que cette pratique-là peut favoriser d'une certaine façon l'utilisation d'herbicides? J'imagine qu'encore là, c'est du cas par cas, mais mettons de façon globale, comment ça se passe? Ben, ça dépend. Qu'est-ce qu'on veut dire par engrais vert? Si, par exemple, je fais un engrais vert à la dérobée, puis j'ai une belle implantation, c'est clair là, que ça m'aide dans. Tu sais, j'ai vois là, tu sais, j'ai presque pas de mauvaises herbes, sont toutes petites dans le fond, ils germent. Tu sais, je me dis, germer, ça veut dire que je ne germerai pas quand ma culture va être à risque, mettons. C'est Donc, ça. ça, il n'y a pas de problème. D'un autre côté, au niveau des intercalaires, ça, il faut être plus prudent. Euh, au, au début du régras, par exemple, dans le maïs, souvent la stratégie, c'était on fait un Roundup, on fait notre intercalaire, puis l'intercalaire, lui, il va contrôler mes mauvaises herbes. C'est pas toujours le cas. Ouais. Puis, moi, j'ai eu des producteurs, par exemple, qui sont passés de deux glyphosates à faire un glyphosate avec un régras. Puis là, il y a des champs qui se sont salés avec du Galin Saga, par exemple. Donc, moi, j'ai plus tendance, quand j'ai du régras, à avoir une stratégie où je vais mettre un résiduel anti-feuillage, parce que souvent, c'est ça un petit peu qui est plus OK. problématique, là, nos feuillages. Parce qu'on a vu, c'est pas toujours le cas, mais on a vu certains champs où juste le Roundup puis l'intercalaire, il y avait eu particulièrement, je vous dirais, les années secs, quand mes flushs de mauvaises herbes ne sont pas là au moment que je fais mon Ah, glyphosate. ouais. Mais là, ils germent après. Oh, on a vu des choses des fois. Donc, le climat nous joue des tours. Je vous parlais tantôt, 2 à 3 semaines après. Ouais, mais ça, c'est avec des pluviométries standards, là. Les dernières années, on a vu des surprises à ce niveau-là. Exact. Puis, mettons aussi au niveau mettons comme à la dérobée, oui, ça va permettre d'occuper le sol, ça va empêcher les mauvaises herbes d'être présentes, mais au niveau, ben, après ça, au printemps, de gérer cette culture de couverture-là par la suite, est-ce que ça fait en sorte qu'on utilise plus ou moins d'herbicides à ce moment-là? Non, pas nécessairement à moins, mais j'ai déjà vu aussi des implantations dérobées, des choses à la volée. Il n'a pas mouillé rapidement, donc mon engrais vert n'a pas parti tout de suite. Ah, mes mauvaises herbes, eux autres, ils ont Ouais. parti tout de suite. Donc, tu sais, c'est pour ça d'avoir une implantation d'engrais vert efficace. Ça, c'est important. C'est Mais ça. au niveau de la gestion des résidus d'engrais vert, tout ça, pas. La Ben, mortalité hivernale dépend de ce qu'on choisit aussi, là, c'est sûr oui. que. Ouais. Mais tu sais, je vous donnerais l'exemple de tantôt que je vous montrais au niveau de la bourse à Pasteur. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un producteur qui avait semé un engrais vert Ah, aussi après son maïs en silage. Ça a été très sec. La bourse à ah, Pasteur, mais ça n'a pas été pareil dans tous les champs. Il y a d'autres champs que l'engrais vert a parti plus vite. J'ai presque pas eu OK. de bourse à Pasteur. Puis ce champ-là, il y avait eu une année de plus qu'il n'y avait pas eu de travail de sol. Là, j'ai eu plein de bourse à Pasteur, puis mon engrais vert s'est moins bien implanté parce qu'il l'a semé plus tard. Donc, c'est pour ça aussi, il faut voir à l'échelle de la ferme, là, il y a plein de facteurs qui peuvent influencer. Ah, OK. Bon, ben, en tout cas, ça montre qu'il ne faut pas faire ça pour se débarrasser, là, une implantation d'engrais verts. Il faut faire Non, aussi bien que sa culture. Là, tu sais, oui, c'est ce qu'on, tranquillement, on a commencé par dire, OK, si tu me dis que tu n'en fais pas, puis que s'il faut que tu ailles vite, tu fais la volée, OK, c'est correct. Mais là, on commence à dire, ben, si tu veux te fier encore plus sur ton engrais vert, effectivement, d'y mettre plus de soins, tu peux être gagnant. c'est bon. Une autre question, est-ce que tu utilises des drones personnellement pour faire du dépistage de mauvaises herbes? Est-ce qu'on est rendu là? Personnellement, pas encore. Il y a David Gérardville qui le fait. Nous, on a acheté un drone l'automne passé. C'est pas quelque chose encore qu'on avait fait au club. Là, on s'enlignait pour l'utiliser plus au niveau des visites d'amas au champ. Parfois, tu sais, au printemps, les amas sont loin. Donc, c'était la première chose qu'on voulait faire. Pour l'instant, on n'a pas intégré le drone. Euh, on essaye plus, tu sais, des fois, il y a quand même des contraintes là, avec le drone. On essaye plus, des fois, de combiner les services. Donc, tu sais, on sait que des analyses de sol prévues, ben, OK, on va faire le dépistage en même temps. On essaie d'y aller comme ça au niveau efficacité. Mais oui, pour certaines, je pense, par exemple, au niveau de la prêle ou des choses comme ça, pour voir vraiment dans le champ le degré d'infestation, David avait pris des belles photos là, avec ça.
Une autre question pour les mauvaises herbes. Est-ce qu'il y a des mauvaises herbes qui sont mieux contrôlées par le travail mécanique par rapport aux herbicides? Est-ce que dans le fond, il y en a qui s'y prêtent mieux que d'autres et vice-versa au niveau? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, je comprends. Ça dépend du stade. OK. Un contrôle mécanique qui est fait au bon moment va faire une super belle job. Un contrôle mécanique qui va faire, anciennement, les gens, cerclaient, ça c'est correct, mais avec l'ajout des doigts cresse, par exemple, ben, on élargit la largeur de travail. Donc, si le stade, c'est sûr que, les vivaces avec le contrôle mécanique, c'est un autre game. Ouais. J'avais un producteur qui était en semi-direct, mais que lui, par exemple, quand il mettait du fumier de poulet en pré-semi, il passait il appelait ça un rolling, en tout cas, c'est pour juste incorporer son fumier. Bien là, tous ces pissenlits disparaissaient. Mais ils réapparaissaient 2, 3 semaines plus tard. Donc, ça les stressait, mais les carottes germaient. Donc, c'est sûr que, mais au niveau des annuelles, si mon stade est. Les conditions aussi du sol, j'imagine, c'est pas trop mouillé ou des choses comme ça. Ah ben oui, ça sûrement. c'est clair. Là. Ça va de soi. Si je suis dans la boîte, ben là, contrôle mécanique. Alors que d'autres années, on a vu des années où, par exemple, on avait de la canicule, excessivement chaud, du vent. Là, on n'était pas capable de faire nos applications de glyphosate. OK? Notre chénopode était stressé, donc même l'application de glyphosate sur les chénopodes ne fonctionnait pas bien. Bien là, avoir une baguette magique, j'aurais aimé bien mieux sarcler. Donc, il y a comme des années, mettons une année sec, où là, le sarclage peut être vraiment intéressant. Puis en plus, des fois, il peut contribuer à garder mon eau en fermant ma porosité en surface. Donc, c'est ça. Dans un monde parfait, on a accès à tout ça. On élargit notre coffre à outils. Bon. Il est déjà passé 10 heures, mais j'ai envie de poser 2 dernières questions, peut-être un peu plus générales pour clore le webinaire. De façon générale, comment dirais-tu que la planification du désherbage, ça permet de réduire l'utilisation des herbicides et les risques associés à leur utilisation? Quand on prend le temps de faire cette planification-là dès l'automne, dès l'hiver, tout ça ensemble? Bien, je rajouterais juste que oui, on planifie, mais contrairement à la fertilisation, la fertilisation, on fait un PAF à l'hiver, puis après ça, on fait des bébés ajustements, mettons, au printemps-été. La phyto, on fait des stratégies à l'hiver. Ouais. Et là, des fois, il peut y avoir des ajustements majeurs parce que, on va vraiment encore plus à la merci du climat. Moi, ce que je te dirais dans notre pratique, ben, on a réduit certaines applications. On a beaucoup réduit les indices de risque. Quand la réglementation est arrivée sur l'atrazine, on avait déjà fait des essais, on avait déjà fait plein de choses. Donc, pour nous autres, c'était pas stressant. On avait déjà des alternatives qu'on savait qui pourraient fonctionner. Donc, dans ce sens-là, oui, ça a un impact, en tout cas, au moins au niveau des indices de risque. Puis, ben oui, là, tranquillement, chez certains, on commence à réintroduire du contrôle mécanique. Mais c'est certain que si je t'en semi-direct pur, Ouais. là, le contrôle mécanique va être plus difficile, mais au moins, je me dis, si j'ai fait une application efficace, je vais sauver parfois une deuxième application de secours. Ouais. Donc, moi, c'est un peu notre stratégie de dire on veut optimiser notre efficacité, notre timing, de mettre la bonne dose, le bon produit au bon endroit, blablabla. Ouais. Mais au moins, si j'optimise ça, ben, j'ai moins de chances d'avoir à faire une deuxième application parce que ou de ça me a mal retrouver marché. sinon avec un champ sale qu'il va falloir que je sorte l'artillerie lourde l'année suivante. Exact. Ben, c'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois aussi, mais je pense que c'est important quand même de le mentionner que oui, même si souvent, pour certains clients, on va se retourner aux outils qui sont les herbicides, puis que bon, en GIEC, c'est sûr que c'est notre solution, entre guillemets, de dernier recours. On sait bien que c'est quand même une solution qui est souvent préconisée. Bien, de bien le planifier peut permettre quand même de réduire les utilisations ultimement à court ou moyen terme ou même long terme. Fait que, je pense que c'est important quand même de le souligner. Puis peut-être dernière question. Par rapport justement, comme tu as dit, d'amener un peu les producteurs à adopter de nouvelles pratiques et tout ça, c'est comment tu abordes ça dans ton approche client, là, le changement de comportement? Comment on peut inciter un producteur tranquillement, pas vite, à le prendre où il est puis à l'amener un pas plus loin dans sa gestion des mauvaises herbes?
Ben, je pense qu'il faut avoir les oreilles ouvertes, faut être à l'écoute de lui, il est rendu où. Puis des fois, on lance des petites idées. Tu sais, on lance des petites idées. Ah, t'as-tu déjà pensé à faire ça? Ah, t'as-tu déjà fait ça? Qu'est-ce que tu en penses? Puis, tu sais, des fois, la fois d'après, il veut peut-être avoir un petit peu plus d'informations. Il va peut-être en avoir parlé avec un voisin. Tu sais, ça se fait un petit pas à la fois. Euh, Puis aussi, il ne faut pas négliger l'impact tu sais, de l'ensemble de la communauté agricole. Tu sais. Oui, On a toujours des premiers qui vont faire des choses. Ah, ben oui, il a sarclé cette année, hey, c'est chantait propre, hein, tu sais. ouais, c'est vrai. Euh, donc, puis tu sais, l'exemple du blé d'automne est flagrant, là. C'est maintenant des gens peut-être un petit peu plus conservateurs. Pour eux autres, c'est plus farfelu de faire de semer du blé d'automne maintenant à Montérégie. Donc, Mm, c'est un petit peu ça. On lance des idées. Ah, ça t'intéresserait-tu qu'on fasse un essai? Tu sais, avec le pas de mm. rétribution, ben, veut pas, il peut avoir des sous à ça. Donc, des fois, ça enlève Oui, un petit ça, peu c'est sûr. le, le- le frein. Le frein, parce que c'est un incitatif qui peut C'est ça. être Donc, OK, le petit coup de pouce qui manquait. je fais un effort, ça va me donner des sous. OK, c'est peut-être pas une fortune, mais ça reconnaît mon effort. Témoignage de producteurs, sur notre Facebook, on met des choses. Donc, tranquillement, ben, puis là, il en vient au début, pas être intéressé du tout à concevoir euh, qu'un jour, ça pourrait être possible sur sa ferme. Puis moi, le plus beau compliment qu'un producteur peut me faire, ou, tu sais, mon père un jour a dit, ouais, finalement, le semi-direct, ça peut avoir sa place sur une ferme, là, tu sais. Donc, c'est ça, tu sais, il faut accepter que chaque producteur aussi va Avance à sa vitesse, à sa puis vitesse, puis selon sa grandeur de ses superficies, ses équipements, où c'est qu'il est ben oui, rendu dans sa vie de producteur, tu sais, il y a plein de choses. Donc, on c'est s'adapte. ça. Ah bon, mais je pense que c'est une excellente réponse. Ben, j'aurais eu d'autres questions, mais là, je suis obligée de mettre fin. De toute façon, toutes les questions sont conservées, puis ils vont être envoyées là, par la suite par courriel. Donc, tout le monde va avoir réponse à sa question. Encore merci, Patricia, pour la belle conférence.